La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Héloïse de la Fabrique des communs pédagogiques, mais aussi podcasteuse. Je suis avec Benoît. Bonjour Benoît, merci d'être ici avec nous. Est-ce que Benoît, vous pouvez commencer par vous présenter? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites ici? Avec plaisir. Donc je suis enseignant et chercheur dans une université française à Lyon. Je travaille avec un centre de recherche aussi sur l'éducation à l'environnement au Canada, à l'Université du Québec à Montréal. Et je m'intéresse à une forme scolaire particulière qui est la classe dehors, en essayant de comprendre ce qu'elle permet de faire en plus ou en moins par rapport à un enseignement dans une classe fermée, murée, si on veut reprendre l'expression de Joël Zask. Super. Et là, vous êtes venu faire quoi aux rencontres? Alors, je suis venu avec des collègues de l'université de Catagne, qui expérimente également, comme beaucoup de pays européens, la classe dehors, et qui est particulièrement sensible au fait que, par l'intermédiaire d'ateliers avec des adultes ou des enfants, on peut travailler notre rapport à la nature d'un point de vue rationnel, je dirais, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Donc nous présenterons un atelier demain après-midi sur le jeu et la place des émotions dans la perception de l'environnement à l'air libre. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, l'idée, c'est que la classe dehors, c'est un endroit où on peut, d'ailleurs comme beaucoup d'espaces éducatifs, associer le fait qu'il n'y a pas d'un côté la raison et de l'autre côté les émotions, mais que l'apprentissage, c'est probablement, dans sa modalité la plus effective, une combinaison entre les deux et une reconnaissance que la raison a sa place lorsqu'on est dehors, mais les émotions aussi, et que la combinaison des deux permet d'obtenir un apprentissage beaucoup plus individualisé, beaucoup plus sensible à notre environnement. Donc nous essaierons de faire travailler nos participants avec la vue, avec l'ouïe également, on travaillera sur le son. Quasiment tous les sens nous permettent de nous sensibiliser. Donc c'est une pédagogie de type sensible, mais qui permet par la sensibilité progressivement de prendre des distances par rapport à nos émotions pour se poser des questions un peu plus rationnelles sur le pourquoi, le comment de ce qui nous entoure. Et aussi, on ira à la fin de l'atelier jusqu'à des questions de la responsabilité de l'homme dans sa relation avec l'environnement. Est-il finalement l'espèce la plus dangereuse sur Terre ou comme le pensent les petits-enfants, est-ce plutôt le crocodile voilà. Donc on raisonnera, on fera ensuite, on finira par un débat philosophique. Génial. Et est-ce que, avec les chercheurs avec lesquels vous travaillez, vous avez fait un peu un terrain sur des classes ou comment ça se passe, cette expérimentation avec les enfants? Alors, les collègues de Catagne qui seront avec moi demain expérimentent surtout dans des contextes d'éducation non formelle, c'est-à-dire ce sont des guides naturalistes et ils travaillent surtout avec des adultes pour leur faire découvrir le patrimoine rural, le patrimoine naturel aussi dans des réserves du sud de la Sicile, exactement dans la région de Noto, où je vais régulièrement pour faire des observations et produire de la recherche et de la connaissance. En France, je travaille avec des maîtresses, puisque je suis formateur de ce qu'on appelle les Master MEF, c'est-à-dire les futurs enseignants du primaire. Et nous essayons une fois par semaine, avec des classes différentes, d'amener des enfants pour travailler sur ce qu'on appelle la posture éducative, c'est-à-dire la manière d'être et de faire qui est différente de celle de la classe, lorsqu'on veut solliciter des apprentissages et aider les enfants à grandir dans un environnement qui n'est pas muré. Donc j'ai aussi des observations de pratiques de classe, on développe du matériel également, mais du matériel qui n'est pas pensé que par les adultes, mais qui est pensé avec les adultes et avec les enfants. Donc ce sont des pédagogies coopératives et très attentives, basées sur l'observation du comportement des enfants. Est-ce que vous auriez un exemple, par exemple, d'un matériel?
Alors, j'en aurais plusieurs. Par exemple, on pourrait se dire que lorsqu'on va dehors, il faut avoir des fiches papier déjà toutes prêtes avec du matériel, des crayons de couleur, des pots de peinture, des pinceaux de toutes les tailles, des éponges, etc. Et on a découvert récemment que les enfants étaient très sensibles au fait de jouer de jouer et d'apprendre avec des objets de type pelote de laine, par exemple. Alors, on l'a découvert parce que ce n'était pas prévu, mais dans l'endroit où on est allé, qui est le parc de Paris, qui est un grand parc, le plus grand parc urbain de Lyon, un enfant nous a ramené une pelote de laine et il a commencé à jouer, il a attiré les autres enfants et s'est développé une sorte d'atelier, mais que les adultes n'avaient pas pensé, que lui a commencé à structurer collectivement, donc ça a été aussi un apprentissage collectif, et à partir de cette pelote, il a commencé à dessiner des formes géométriques sur le sol. Donc à partir de maintenant, chaque fois que nous allons sur le terrain avec des enseignants, on a quelque part dans notre chariot, on se déplace avec un chariot à roulettes de 1 mètre sur 50 cm et 50 cm de hauteur. On trimballe ça et on a là-dedans la possibilité, en plus des loupes, des pinceaux dont je parlais tout à l'heure et d'autres matériels, la possibilité d'avoir de la ficelle pour, je ne sais pas quoi, mais pour apprendre quelque chose. Et là, pour l'occasion, c'était la géométrie. Ouais. C'est marrant parce que ça vient des enfants alors que les géomètres antiques nous faisaient tout à la ficelle. Oui. Le compas aussi, un outil intéressant, on n'y pense pas. Comme quoi. Selon vous, quels sont un peu les bénéfices, les grands bénéfices de la classe dehors voilà, par exemple, s'il y a un enseignant là qui nous écoute, qui hésite. Alors, le bénéfice, il est actuellement extrêmement bien documenté, notamment par l'université de Cambridge, avec laquelle je travaille, et puis University College of London aussi, qui conduit depuis 5 ans maintenant un programme très très ambitieux avec les parcs de la ville de Londres, qui s'appelle Éducation dans les parcs. Et ce qui ressort, mais on aurait pu s'en douter, c'est déjà que cela permet de combiner le mental et le physique. Certains diraient la tête et le cœur aussi, avec les émotions dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est certainement quelque chose de beaucoup plus engageant, puisque le corps entre en mouvement avec l'esprit. Et l'esprit et le corps permettent d'apprendre en se questionnant, en bougeant, en observant. Mais comme je le disais tout à l'heure, cela suppose aussi de lâcher prise avec le groupe d'enfants, c'est-à-dire d'être prêt à se faire surprendre par ce qui les intéresse. Et on est dans les systèmes éducatifs occidentaux très habitués à tout contrôler, à l'hyper-contrôle des apprentissages, ce qui entraîne une mise en difficulté de certains qui n'avancent pas au même rythme que les autres, qui ne sont pas intéressés par la même chose. Et la classe dehors nous permet justement finalement probablement de différencier la pédagogie, mais à condition qu'on accepte de lâcher prise et de se dire qu'ils vont nous guider vers les apprentissages. De toute façon, ils apprendront quelque chose et ce sera toujours possible de le connecter avec les programmes qui sont quand même la contrainte forte, mais qui sont relativement bien pensés pour permettre aux enfants de partir avec un socle de connaissances et de compétences utiles pour la suite de leur scolarité et de leur vie. Et quel est le frein du coup quand je vous entends, je me dis c'est tellement génial, pourquoi on ne fait pas plus classe dehors ? Alors, il y a plusieurs freins. Il y en a un, je l'ai évoqué peut-être à plusieurs reprises, mais c'est l'idée que ça suppose d'avoir une posture pour l'adulte et une vision de l'enfant comme particulière, c'est-à-dire que ça suppose de les prendre non pas comme des personnes un peu déficientes, mais comme des enfants qui ont des potentialités et qu'en étant à leur écoute, on va les aider à grandir, à développer leur potentialité, mais pas en les considérant comme des enfants qui ne connaissent rien à rien, qui ne savent rien, mais qui ont des savoirs qu'on va essayer de mettre en mouvement, en culture commune, pour développer des apprentissages. Donc c'est la première difficulté, selon moi, c'est la posture de l'enseignant, qu'il faut travailler seul ou avec les collègues, avec ceux qui ont déjà de l'expérience. Il y a aussi les enfants qui peuvent être aussi une difficulté. Certains enfants ont peur de sortir.
On a une très belle étude de l'université de Cambridge qui liste l'ensemble des peurs des enfants lorsqu'on va dehors. Sentiment d'insécurité. Donc il faut aussi travailler avec eux en amont sur la sécurisation de l'endroit. Ce n'est pas forcément une forêt qui sera le plus adaptée pour des apprentissages, ça peut être des espaces plus restreints. Donc il y a aussi la mise en sécurité comme espace d'apprentissage des enfants. Et puis il y a aussi les éducateurs premiers qui sont les parents, qu'il faut convaincre aussi que c'est pas parce qu'on va dans un espace que certains considèrent comme sale, parce que ça serait un endroit où on peut rencontrer des bactéries, où on peut se salir, où on peut se faire mal. Des collègues japonais, par exemple, construisent actuellement des écoles ouvertes sur la nature dans lesquelles les enfants ont accès à des toboggans, à des cabanes perchées dans les arbres, donc ils peuvent monter. Ils se font mal, mais on pourrait appeler ça des petits bobos. Et les collègues japonais nous disent, mais ces petits bobos-là font partie de l'apprentissage, comme quand on leur fait manipuler un marteau ou une scie. Alors il y a des règles de sécurité à respecter, mais ces risques que l'on prend sont tellement riches en apprentissage si on fait la balance bénéfice-risque, on voit vite, après avoir expérimenté, que les bénéfices sont beaucoup plus grands que les risques. C'est passionnant. Et est-ce que vous avez des freins de la part des parents ? Il y a des parents qui sont vraiment réfractaires ? Alors, je pense que les plus réfractaires, ce sont ceux qu'on a mis à l'écart du projet de classe dehors. Je pense que c'est un conseil que je devrais donner aux enseignants, c'est d'impliquer le plus rapidement possible les parents. D'ailleurs, je viens de voir une classe de maternelle ici avec une maîtresse qui s'appelle Anne, qui était avec 5 parents, qui sont en train de passer un moment extraordinaire dans ce parc de Marseille. Et on sent qu'elle les a mis en confiance. Qu'elles font finalement partie de l'équipe, ses parents font partie de l'équipe pédagogique finalement, même si c'est elle qui a l'idée, et qu'en leur faisant confiance, et en construisant cette confiance réciproque, on fait vite tomber le frein des parents, comme je vous disais tout à l'heure, ils vont se faire mal, ils vont se blesser, ils vont ramener des bactéries, ils vont salir les habits. Donc là, par exemple, ils avaient des habits adaptés pour la classe dehors. Donc ça suppose aussi une organisation, début d'année, de dire voilà, moi mon projet c'est l'apprentissage à l'extérieur, 1 ou 2 fois par semaine, nous irons dehors. Si vous avez des vieux vêtements, des habits de pluie, parce que la pluie peut être aussi, je sais qu'il y a certains enseignants qui ne veulent pas sortir les enfants quand il pleut. Moi, les plus beaux témoignages d'enfants que j'ai, c'est ceux qui me disent « j'ai adoré quand on est sorti sous la pluie ». Donc vous voyez, il y a aussi ces obstacles d'adultes et c'est à l'écoute des enfants qu'on les fait tomber petit à petit et qu'on découvre un potentiel qui est extraordinaire, qui est vraiment motivant et qui rend le métier d'enseignant, qui redonne tout son goût au savoir et aux apprentissages scolaires. Et là, pour conclure, vous me dites si je me trompe, mais du coup, là, en ce moment, vous travaillez, c'est ce que vous allez faire demain, un atelier sur la nature, les émotions avec des adultes. Est-ce que la classe dehors qu'on expérimente beaucoup avec les enfants, est-ce qu'elle peut aussi être bénéfique pour les adultes Alors, c'est ça aussi vous faites bien de souligner ce point. Je crois que la classe dehors, c'est aussi l'idée que adultes et enfants en prennent. Il n'y a pas de rapport de domination sur le savant et l'ignorant. Vous savez, ce vieux modèle dont on a du mal à se séparer à l'école. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas. Je suis détenteur des savoirs, tu es l'ignorant et tu ne peux pas grandir sans moi. Là, on est dans une toute autre vision. C'est que accepter de se dire que l'enfant va m'apprendre des choses, on va apprendre ensemble, on va découvrir. Donc ça veut dire aussi accepter de dire, face à une question d'un enfant, madame ou maîtresse, c'est quoi ça ? Ça veut dire je ne sais pas, mais on va chercher ensemble. Accepter ce rapport au savoir, à l'ignorance qui est très important pour apprendre en fait. Apprendre, c'est aussi se tromper et se dire je ne sais pas, mais cherchons ensemble. Et donc là, on lui apprend à chercher, on cherche, on lui montre comment on se trompe, on lui montre la variété des savoirs, lesquels on sélectionne, lesquels sont les plus pertinents, la communication écrite, la communication orale, les dessins, les vidéos, enfin toute la richesse du savoir et de sa mise en forme. Génial, merci beaucoup. Merci. Et je vous invite à aller être interviewé par les enfants oui, à l'autre radio. Merci beaucoup. J'apprends beaucoup avec eux. Bon atelier demain. Part, oui. Merci pour cet échange, à très vite.